Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider à vibrer le flow. Êtes-vous du genre à avoir une to-do list à rallonge, à en faire toujours plus, à vouloir toujours mieux que bien, peut-être même à être dans le surcontrôle des événements de votre vie, à la recherche de la perfection dans vos projets? Vérifiez-vous chaque détail au point de parfois de ne jamais vous lancer? Êtes-vous de ceux qui ne vont pas au bout de leurs idées, au bout de leurs envies, tant la liste vous paraît longue et épuisante avant d'arriver à un résultat satisfaisant? Êtes-vous d'ailleurs un ou une éternelle insatisfaite? Et si notre tendance à la perfection pouvait jouer en notre faveur? Comment savoir quand celle-ci devient excessive et comment s'en émanciper? C'est le sujet que nous abordons avec mon invité du jour. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Maude Free. Bonne écoute! Bonjour Maude. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu aujourd'hui? Mais ça va très bien. Comme je te disais, un petit peu traqueuse, mais j'aime bien cette sensation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Nouvel épisode et pas n'importe quel épisode. Moi, je trouvais ça vraiment beau et chouette de pouvoir ouvrir avec toi cette nouvelle année 2021, puisque tu es coach pour entrepreneuses et un de tes sujets de cœur, c'est quand même l'entre-deux entre le perfectionnisme et l'imperfection. Et surtout, comment se faire un allié de notre envie d'être toujours plus perfectionnisme. Et donc, voilà, on va voir ça justement. Est-ce que c'est possible d'en faire un allié? Ça va un petit peu être la question. Très bien. J'avais une première question pour toi, justement, ce perfectionnisme, est-ce qu'il serait le reflet d'une envie de maîtriser, peut-être de contrôler les événements, contrôler sa vie en fait, et tout ce qui régit notre vie? Pour moi, complètement, le besoin de contrôle, je l'inclus dans le perfectionnisme, carrément. Pour moi, c'est une mesure de protection, en fait. C'est une manière de s'assurer un certain nombre de choses, et donc on rentre effectivement dans la surmaîtrise ou le surcontrôle de tout ce qu'on peut mettre en place dans sa vie ou tous les résultats qu'on pourrait obtenir, notamment dans son business. Donc oui, pour moi, le besoin de contrôle fait complètement partie de ce perfectionnisme. Tu penses que ça viendrait d'une absence de confiance en soi, en la vie, ou des expériences précédentes, qu'on n'a pas eu des bonnes expériences justement, et donc de plus en plus on va dans le contrôle? Oui, complètement. Manque de confiance, ça c'est sûr. Moi, j'ai pu observer chez moi et chez mes clientes ou dans ma communauté que ça prend racine souvent à l'enfance. Il n'y a pas besoin d'avoir vécu une expérience forcément douloureuse ou dramatique au sens d'avoir, je sais pas moi, vécu un accident, perdu quelqu'un ou je sais pas. Bon, moi, il se trouve que dans mon histoire personnelle, ça a été mon cas. Je pourrais même pas te dire vraiment si c'est à ce moment-là que mon perfectionnisme est né, mais en tout cas, je pense que ça y concourt. Moi, j'ai perdu ma maman quand j'étais toute jeune. Et c'est vrai que une des réflexions que je me suis faite quand j'étais enfant, du coup, quand j'ai été confrontée à la mort, c'est que la mort, c'était assez tôt, hein, elle est décédée à un très jeune âge, du coup. La mort, on la contrôle pas, finalement. On maîtrise pas quand est-ce qu'on va mourir. Alors si, on peut du coup essayer de faire en sorte d'être prudent, essayer de faire en sorte d'avoir une qualité de vie plutôt saine, etc. Et donc je me suis dit, c'est une des réflexions franchement que j'ai eues gamine, c'est ok, du coup dans ma vie je vais essayer de maîtriser tout ce que je peux maîtriser, ça je peux pas. Je peux pas maîtriser quand mes parents ou quand les gens que j'aime vont mourir, mais en tout cas je peux tout faire pour être un maximum heureuse dans ma vie. Et donc je pense que c'est là qu'il y a une naissance, ou en tout cas que le perfectionnisme c'est bien engrammé en moi, quoi. Alors là, tu parles d'une expérience de vie qui est arrivée jeune, et pourtant, aujourd'hui, tu es adulte.
Donc on pourrait se dire oui, mais maintenant on a un certain recul et au contraire, on remarque souvent que plus on rentre dans notre vie et c'est comme un cycle et on augmente notre perfectionnisme jusqu'à ce qu'il devienne peut-être même épuisant, éreintant et nous gêne en fait dans notre parcours de vie. Mm. Mais tu sais, moi, j'ai remarqué que plus on avance dans l'âge, ça tombe bien, j'ai eu mon anniversaire il y a 2 jours, mais plus on avance dans l'âge, et j'ai l'impression on devient plus peureux. Tu sais, quand je regarde, moi j'ai des petites nièces en bas âge, et quand je me souviens de moi, enfant, il y avait quand même une autre audace et une autre curiosité de la vie, où justement là, on se laissait porter. On était ouvert à tout, et on osait tout. On osait tout expérimenter, en fait. On osait tout tester, quitte à se tromper, quitte à faire des erreurs, quitte à être même parfois ridicule. Et donc, je pense, alors ça fait partie pour moi aussi d'un conditionnement général, hein. Il n'y a pas que notre vécu personnel, mais il y a aussi tout ce que la société nous dicte, et tous ces schémas, tous ces cadres à suivre quand on devient adulte. C'est comme si, une fois qu'on devenait adulte, il y avait ce côté, on devait rester sérieux. Tu sais, moi, il y a vraiment un côté rabat-joie quand on devient adulte. Il n'y a que la notion de responsabilité, d'obligation, de sérieux. Comme si on ne pouvait plus du tout être connecté à son âme d'enfant, s'éclater, aller dans sa folie. Et pour moi, le perfectionnisme te garde comme ça dans une structure, dans un cadre très sérieux, très contrôlé, où on maîtrise, on fait attention au regard des autres, on porte des masques, etc. Je sais pas si ça répond à ta question, du coup. Si, tout à fait. Et du coup, on passe dans le devrait, je devrais, il faudrait. Et comme tu dis, on est plutôt dans les injonctions et on n'est plus dans notre âme d'enfant, de spontanéité. C'est ça, complètement. La spontanéité, tu vois, moi j'ai certaines personnes qui viennent à moi qui me disent qu'elles savent plus être spontanées, en fait, ou qui se demandent même si elles l'ont un jour été, alors que quand tu viens au monde, tu es naturel, enfin tout le monde est naturellement spontané en réalité. C'est après on perd ça, enfin, en tout cas, pour moi, on le camoufle, on l'enterre, en fait, tu vois. Oui, et c'est presque paradoxal parce que quand on est adolescent, on a juste une envie, c'est de se libérer de toutes les obligations qu'on nous donne. Quand, voilà, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, bah, vivement que j'ai 18 ans et que je puisse être libre. Et en fait, plus on passe dans l'âge et plus, en fait, il n'y a plus besoin des chaînes extérieures, des injonctions ou des devoirs que les parents nous donnent ou les enseignants, les professeurs, etc. En fait, on est tout seul, on se met dans les obligations. Ouais, complètement. Et j'ai l'impression que ça va pas mal de pair avec quand même la vie professionnelle. On rentre après, tu vois, complètement à 18 ans, t'es là, tu veux vivre ta vie. Et puis après, bon, tu rentres dans un schéma où tu choisis ton métier finalement, où tu rentres dans la vie professionnelle. Et là, bah, finalement, on te réassène d'autres règles à suivre, d'autres conditionnements pour finalement être accepté, hein. Ce pourquoi on se plie à ces règles, c'est parce qu'on a envie d'être accepté, d'être aimé par les gens, par le plus grand nombre. Et donc, du coup, on se dit, bon, bah non, moi, je vais pas trop sortir du cadre et faire trop de bruit ou trop montrer que je suis différente ou que je veux être différente, parce que sinon, on va me rejeter et je vais me retrouver toute seule, en fait. Oui, oui, c'est très juste. Et en même temps, tu vois, je vois le paradoxe avec l'adolescent qui a envie de tout envoyer balser et dire je m'en fous de ce que vous pensez de moi, même si vous ne m'aimez pas, chers parents, j'ai envie de faire autre chose. Et à la limite, on a envie de titiller cet amour que nos parents ont pour nous. C'est vrai. Voilà. Et une fois adulte, alors qu'on peut choisir a priori toutes les voies qu'on veut, on va aller souvent chercher celles qui nous cadrent le plus. Ouais, complètement. Mais tu sais, moi, derrière chaque perfectionniste, je suis sûre qu'il y a effectivement cette envie de liberté qui est très, très présente, très, très forte, qui est effectivement, encore une fois, camouflée, cachée. Mais ce pourquoi, tu vois, les personnes que j'accompagne, c'est des entrepreneurs. Ce pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat, a priori, enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas, et c'est le cas de la plupart, de la majorité des personnes que je rencontre, c'est cette quête de liberté, quoi, cette envie d'être libre, de pouvoir te créer des conditions de travail comme tu le veux, travailler avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Enfin, il y a vraiment cette notion de liberté. Et puis finalement, tu peux retomber dans un truc où tu te limites toi-même, où finalement tu te mets toi-même une pression, toi-même un cadre euh, qui n'a pas lieu d'exister, mais effectivement, tu étouffes cette folie-là, cette envie de liberté-là. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre. Ouais,
c'est quelque chose qu'il faut réapprendre ou s'autoriser, je dirais plutôt. Mhm. Tu vois, moi je le vois plus comme c'est là, mais en fait, c'est toutes les peurs et les croyances qu'il y a autour qui a allé petit à petit libérer, éplucher. Parce que si on s'empêche de le faire alors qu'on en a envie, c'est qu'en réalité il y a quelque chose qui nous freine. C'est qu'on a plus d'intérêt à rester dans la posture actuelle de contrôle, de maîtrise, de quête de perfection, qui nous rassure plus, même si elle peut être inconfortable, plutôt que d'aller vers son envie vibrante. C'est qu'il y a une autre peur plus grande qui est là et qui nous y empêche. Et moi, je vois souvent que ça a un lien avec le regard des autres, le regard de ses proches. Hmm. Et j'ai souvent cette image qui me vient quand j'ai des invités au micro et je me rends compte que c'est chaque fois le même processus, comme cette idée de minimalisme où il y a une grosse pelote de laine et il faut juste voilà, faire les poussières, enlever les peurs qui ne sont pas fondées, entre guillemets, qui n'ont plus lieu d'être en tout cas, se rassurer, commencer à enlever en fait. Et comme tu dis, revenir alors à qui est là, mais qui est peut-être... c'est notre essence en fait. C'est ça, exactement. Mais tu vois, tu dis ces peurs qui n'ont pas lieu d'être, mais quand tu es face à cette grosse boule, en fait, ça te paraît énorme et ces peurs-là, elles te paraissent tellement... Il y a comme une dissociation, moi je remarque dans mon vécu ou dans les personnes que j'accompagne, c'est que à un certain niveau, tu as conscience que ces peurs ne sont pas vraies, mais en fait, ton corps, ton côté émotionnel, le corps émotionnel surréagit à ça et te fait croire que c'est vrai. Donc, t'as un peu ce paradoxe à te dire, ouais, non, mais si je réfléchis raisonnablement, c'est ok, tu vois, mais en fait, tout dans ton corps t'empêche d'y aller parce que c'est vraiment engrammé profondément et c'est ça qui a les libérer, notamment dans l'invisible. Et pas juste avec une réflexion purement mentale, quoi. Oui, et il y a cette idée aussi certainement qu'on est accroché à ces comportements, même s'ils ils nous empêchent, hein, ils nous réduisent le mouvement, l'amplitude. Cette idée que ça nous définit. Et malgré tout, on ne sait pas ce qu'on serait et qui on serait si on n'avait pas ces côtés un peu de perfectionniste ou autre, hein, quel qu'il soit, ces peurs et autres. C'est vrai qu'on raisonne souvent en termes de personnalité et on rattache des qualités ou des défauts. Comme ça, il y a une notion très binaire, en fait, hein, du bien, du mal, du blanc et noir. Mais moi, je suis perfectionniste, pardon. Donc, c'est comme ça. Et voilà, quoi. Mais en fait, en réalité, c'est pas ce qui nous définit, comme tu le dis très justement. Et revenir à son essence, c'est... Mais pour moi, il y a un retour à l'enfance, en fait. Je peux pas m'empêcher de faire ce lien. Tu vois, tout est lié. Le perfectionnisme naît dans l'enfance. Et puis finalement, on revient à qui on était avant, mais en fait, qui on a toujours été. Oui. Et c'est la chose peut-être la plus compliquée, la plus challengeante à comprendre. En fait, ça a toujours été là, mais je dois le retrouver. C'est la personne qu'on va retrouver qui est déjà là. On se libère, en fait. C'est une invitation à se libérer de ce qui ne sert pas. Le perfectionnisme, on va en venir peut-être là-dessus. Est-ce qu'il peut nous servir et à quel moment est-ce qu'il devient, au contraire, réducteur et peut-être nous enferme dans une prison ? Pour moi, tout n'est pas mauvais dans le perfectionnisme. Hein. Dans ma vision du perfectionnisme, il y a énormément de qualités et de points positifs à être perfectionniste. Souvent, on retrouve quelqu'un qui est forte, une personne sur qui on peut compter, qui va au bout des choses, qui fournit un travail de qualité, qui a le souci du détail, qui est déterminée, souvent ambitieuse, déterminée. Souvent, les perfectionnistes sont comme ça. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas tout à jeter et qu'on peut s'appuyer dessus. Pour moi, là où ça devient handicapant ou freinant, c'est quand on en souffre, en fait. Quand ça devient une pression, quand on se met une pression à soi-même, un stress, quand on sent qu'on est exigeant pour soi et pour les autres, au-delà de ce qui est apaisant, tu vois, cette notion d'attente, là où on attend énormément de soi, et puis alors du coup des autres aussi, parce que quand on attend de soi, on attend des autres aussi. Ce côté où finalement on ne se sent pas naturel. Je parlais avant de porter des masques, tu sais, dans la quête de perfection, il y a l'idée de vouloir être la meilleure dans chacun des rôles de sa vie. Et donc, on va être amené, mais au début très inconsciemment, hein, en fait, à porter des masques. Par exemple, quand on est au travail, quand on est avec tel type de personnes,
Quand on est dans une situation de drague, par exemple, si on va sur le domaine amoureux, où finalement on ne s'autorise pas à être juste soi-même, parce qu'il y a vraiment cette idée quand on est perfectionniste que être juste soi, ça suffit pas. Il faut être et faire plus Oui. pour réussir ou pour être aimé, pour être accepté. Et du coup, c'est là que c'est épuisant. C'est parce qu'on, justement, quand on se rend compte que c'est plus facile et plus léger et plus doux quand on est dans l'être, parce que c'est l'invitation, on va y venir, finalement, Mm. on y est déjà. L'invitation, elle est de revenir dans l'être, être moins dans le faire, moins dans le paraître et plus dans l'authenticité. C'est ça. Et en fait, tu te rends compte que tu as passé ton temps à être aux aguets de tout, à regarder comment t'observer, à contrôler tes faits, tes gestes, ce que tu dis. Et quand tu prends conscience de ça et que juste tu relâches, tu t'autorises à relâcher et te dire non, c'est OK. Waouh, et là, tu sens déjà tout un apaisement arriver. Alors, oui, après, ça, c'est un travail, hein, petit à petit, comme on disait, la pelote de laine. Parce qu'il faut se déconditionner. On a passé des années à se conditionner comme ça, donc forcément, il faut se déconditionner. Mais c'est tellement allégeant, c'est tellement plus de légèreté, de joie, de revenir à soi, c'est magique. Hmm. En tout cas, je retiens ce mot inconfortable que tu dis. C'est comme ça, finalement, qu'on pourrait remarquer chez soi qu'à un moment donné, notre perfectionnisme est gênant. C'est qu'il nous apporte plus d'inconfort dans notre vie que de confort. Ce Ouais. serait ça. C'est ça. Et alors, comme je te disais avant, c'est un petit peu sur un fil, c'est paradoxal parce que tu as ce côté, il est inconfortable, mais en même temps, il te garde dans une zone de confort parce que tu crois qu'il te protège de quelque chose, de la peur, la fameuse peur d'aller dans ta folie, dans ta liberté, d'aller au-delà, d'aller te révéler, de revenir dans ton essence. Mais à un moment donné, ça suffit plus. À un moment donné, tu C'est sens là que que l'inconfort est là, finalement. c'est ça. C'est C'est ça. savoir réellement déterminer quel est l'inconfort le plus prenant. Comme tu dis, il peut y avoir un confort, mais est-ce que le confort est réellement là? Est-ce que quand on n'est pas à l'écoute de soi, ce Mm. fameux confort n'est-il pas en fait un inconfort? Tout à fait. Et tout à C'est... fait. Et tu vois, quand tu parles d'écoute de soi, moi, ça me fait écho à une autre tendance de la perfectionniste, c'est de ne pas du tout être à l'écoute de soi, mais y compris de ne pas être à l'écoute de son propre corps. Tu vois, il y a cette notion. Alors, la perfectionniste, elle peut être plus tournée vers les autres que pour soi, vers soi, pardon. Mais c'est même pas tant ça. C'est juste, elle est en pilotage automatique. C'est la tête qui dirige la raison, le sérieux, ce qu'on attend d'elle. Et puis elle est coupée du corps, des ressentis, de ses émotions, parce que souvent elle est très émotive ou empathique ou intuitive même. Et donc ça lui fait peur ça, et donc ça lui fait peur de souffrir, donc elle se coupe de tout. Et moi, il y a quelques années, j'étais absolument pas à l'écoute de mon corps. Être malade, ça n'existait pas. Je fonctionnais quoi qu'il arrive, quoi. J'y allais. Pour moi, je devais rester une guerrière. Il était hors de question que j'aille pas au boulot au motif que j'étais pas bien, quoi. Je n'écoutais rien des messages de mon corps, alors qu'aujourd'hui, je suis tellement à milieu de ça et je sais combien justement, c'est le temple de notre essence et de notre intuition qu'aujourd'hui, je vois pas comment faire autrement. Et est-ce que tu peux alors nous partager comment tu en es venu sur le chemin, à commencer à t'écouter, à te rendre compte quel a été le déclic? Tiens, peut-être que je dois en fait être à l'écoute. Qu'est-ce que tu as fait et qui a aujourd'hui qui t'a apporté ce confort justement là-dedans, dans ton corps? Ben moi, c'est passé par le domaine professionnel, en fait. C'est passé par une envie de changer professionnellement ce que je faisais. J'étais avant dans la fonction publique et je m'ennuyais. Je m'ennuyais, j'avais une envie de changer, j'avais une envie de liberté, justement. Et c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que j'ai commencé à avancer sur toutes ces thématiques-là, d'écoute de moi, sur le développement personnel aussi. J'ai découvert tout un monde moi, je pensais, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme d'habitude, je vais être la bonne élève que j'ai toujours été, je vais je vais bosser dur, je vais faire plein d'efforts, et je vais appliquer le plan A plus B, je vais prendre ce que les autres ont fait, et je vais y aller, et ça va marcher, et puis c'est OK, et go. Et j'ai découvert tout un monde où en fait on me disait non mais la réussite c'est notamment dans l'entrepreneuriat c'est 80% d'état d'esprit et 20% d'action. Et j'ai dit c'est quoi ce truc? Comment ça? Et là je me suis ouvert à tout un monde de développement personnel, puis après tout un monde spirituel en 5 ans juste
c'est marrant parce que je dirais pas je suis plus la même personne, mais juste je suis revenue justement à qui j'étais avant. Et en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est la plus belle école de la vie, quoi, parce que en fait, voilà, tu es confronté justement à toutes ces peurs et à toutes ces croyances limitantes. Et c'est là que j'ai pris conscience combien j'étais perfectionniste. Je le savais déjà, hein. C'était quelque chose que je disais aux entretiens d'embauche. Oui, je suis perfectionniste. Tu sais, c'est toujours justement la qualité, défaut que tu mets en avant. Mais en fait, là, j'ai réalisé tout ce que ça comportait et combien finalement ça m'empêchait d'être épanouie dans mon entrepreneuriat, alors que j'étais venue chercher la liberté, l'éclate, et combien finalement c'est moi-même qui me ramenais dans de la pression, dans du stress, dans de l'insatisfaction. Et donc c'est en commençant à travailler là-dessus que là, j'ai réalisé tout l'ampleur et j'ai aussi vu combien en fait c'était présent dans toutes les autres sphères de ma vie, bien entendu. Et quand j'ai commencé à vraiment m'en libérer en conscience, là j'ai vu les effets bénéfiques dans tout, quoi. Mmh. Et de ce que je t'entends dans ton parcours, c'est quand même, finalement, quand tu vas essayer, comme une bonne élève, à faire la liste, d'abord le point 1, puis 2 et forcément, au bout de la liste, j'aurai un business, parfaitement prospère. Là, tu vois Exactement. qu'en suivant ce schéma de fameuse, perfectionniste, ça ne fonctionne pas et c'est là qu'on s'interroge parce que le rêve, il est toujours là d'être libre, d'être dans la fluidité, que ça fonctionne, en fait et ça fonctionne pas malgré qu'on a suivi, le processus. C'est Et donc, ça. il faut peut-être aussi réussir à aller au bout de ça, se confronter à ça fonctionne pas en fait. Ah bah ouais, totalement. Parce que si ça avait marché, c'est marrant que tu amènes ça. Enfin, il n'y a pas de hasard, mais parce que je suis totalement dans cette réflexion aujourd'hui. C'est de me dire si tout avait fonctionné super rapidement dans mon business, parce que ça n'a pas été le cas du coup, et ben ça aurait nourri en fait cette vision égotique que bah oui, il faut souffrir pour réussir. Oui, il faut rester dans son perfectionnisme. Il faut rester dans le contrôle, dans l'exigence, tout ça. Alors que là, ça m'a amené, comme tu l'as dit, à prendre conscience de tout ça, à voir les choses différemment, à changer de paradigme. Et pour moi, on est vraiment dans cette notion si on prend encore plus de hauteur, dans ce paradigme général et ancestral de la souffrance et de cette notion il faut mériter pour être heureux, pour réussir, pour gagner de l'argent, pour avoir l'amour, le bonheur, tout ce que tu veux. Et moi, en fait, en réalité, depuis toujours, j'ai voulu sortir de ça. Et depuis toujours, naturellement, je me bats contre ça, tu vois. Pour moi, la vie est juste un grand terrain de jeu. Et je suis une grande amoureuse de la vie. Et pour moi, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. On n'a pas le temps de s'ennuyer, de s'emmerder. Et comme je t'ai dit, pour moi, la vie est courte. Et donc, en fait, en restant dans le perfectionnisme au début de l'entrepreneuriat, j'étais en train de prouver l'inverse, en fait. Et donc, la vie m'a amené exactement l'expérience dont j'avais besoin pour incarner pleinement ce que je défends du fond de mes tripes, en fait. Il ne s'agit pas de souffrir pour arriver à un niveau de réussite et après seulement tu te détends et tu profites et tu es libre. Non, non, c'est le chemin. C'est pendant le chemin que tu vis ta liberté, que tu vis la joie, que tu vis la légèreté. C'est là. Et forcément, c'est challengeant et ça demande à déconstruire ce que tu as appris. Oui, et donc c'est très chouette parce qu'on se retrouve vraiment là, au même endroit, qui est ton invitation à réussir et ce que tu ressens, et probablement tu vas nous dire si tu l'as déjà vécu et si dans tes réussites, mais avec facilité, au contraire de précédemment. Ouais, mais c'est totalement ça. En fait, moins je me prends la tête, plus je suis authentique moi-même et je m'amuse et plus je réussis facilement. Oui. Encore faudra-t-il que chacun puisse mettre évidemment sa définition derrière le mot réussir, mais si on peut un tout petit peu les aiguiller, c'est ressentir à partir du moment où on est dans la joie. Complètement, et merci d'amener ça parce que là aussi, au début, quand on est beaucoup dans le perfectionnisme et qu'on suit finalement un peu les règles, le cadre de la société, réussir, c'est très limité en fait. Souvent, réussir, c'est dans le cadre du business, c'est avoir des clients et gagner tant et tant d'argent. En réalité, là, à partir du moment où tu t'ouvres là aussi et tu te poses la question en fait, qu'est-ce que c'est pour moi réussir? Pour moi, réussir, c'est justement me sentir libre tous les jours, me sentir en joie, excitée, être heureuse de me lever le matin, être satisfaite de moi le soir. En fait, c'est déjà ça la réussite. Et là, dans ce cas-là, elle est déjà présente bien plus tôt que ce que je ne pense. Et c'est s'ouvrir à tout ça, effectivement. Et s'ouvrir aussi à sa propre définition de la joie, De l'abondance. de l'abondance.
de l'authenticité. Ben, qu'est-ce que c'est un business qui me ressemble vraiment? C'est pas la même chose pour moi, pour toi, pour une autre personne. Oui, je vois vraiment cela. Évidemment, on va après tout doucement arriver aussi sur la thématique du podcast, qui est quand même l'état de flow. Et j'entends bien dans ce que tu nous partages que dans un côté, on a la fluidité, on a la facilité, mais après, c'est un état de tous les jours. Ouais. C'est pas un but. Non. C'est pas une destination. Non, et ça, c'est super important à dire pour une perfectionniste qui nous écouterait, parce que, et c'est comme ça que moi, je l'ai abordé au début, quand une fois que j'ai compris que effectivement moi aussi, je voulais atteindre cet état de flow, je me suis dit, voilà, j'ai repris le problème comme une perfectionniste, je me suis dit, bon, comment font les autres? Quelle est la solution? Quelle est la clé? Et je vais faire pareil. Et tu vois, et je me suis remis dans une pression, dans un truc où, en plus, je me comparais aux autres, et je me disais, mince, elle y arrive, et pas moi, toujours pas moi. Et c'est quoi mon problème, quoi? Et je revenais Et dans le pourtant, je fais perfectionnisme. pareil. Et pourtant, je fais pareil. Et pourtant, je fais plein d'efforts et je me force même par moments. Et, euh, et en fait, ce qui est important à comprendre en tant que perfectionniste, c'est que voilà, l'idée, ce n'est pas de devenir une version parfaite de soi qui réussit facilement dans son business, qui vit dans le flow. C'est en fait accepter tout ce cheminement de lâcher prise, là, ce qui est pour moi le faux saint graal de la perfectionniste. En fait, lâcher prise, c'est quoi? C'est se lâcher la grappe et c'est revenir à ses imperfections, revenir à son humanité, revenir à l'acceptation qu'on est imparfaite, en fait. Ouais. Et accepter peut-être qu'on n'y est pas tout de suite là à l'état de flow, ou qu'on n'y est pas tous les jours, ou qu'on n'y est pas à chaque minute, et que c'est ok. Et en fait, c'est plus ça qui va t'amener à y arriver que essayer dans le dur et dans la souffrance, encore une fois. Accueillir nos imperfections, en fait. C'est ça, accueillir nos imperfections, accueillir nos ombres. Et c'est en fait, quand tu es dans la quête de perfection, toi, tu veux être que dans la lumière, que dans le positif, que dans la réussite, que dans ce qui est beau à montrer. Et en fait, c'est en ça que c'est challengeant, c'est que on va t'amener, enfin la vie va t'amener, ou en tout cas, moi je t'invite à aller regarder du côté de tes ombres, du côté justement de ce que t'aimes a priori pas trop de toi, ce que t'aimes pas trop montrer de toi non plus. Et en fait, toute la clé est là, c'est que plus tu vas t'aimer et t'accueillir toi aussi là-dedans, bah plus tu seras dans le flow, et plus tu seras dans l'apaisement, et plus tu seras dans la joie en fait. Je retiens de ce que tu viens de nous dire, en fait, c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas de schéma tout fait qui correspondrait à tout le monde. Donc, toujours faire attention aussi aux promesses qu'on pourrait nous vendre, qu'on pourrait nous dire, tu dois faire comme ci parce que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on réussit et qu'on est heureux. Et se dire, s'autoriser en tout cas à revenir à ce qui nous convient, nous. Exactement. Ça passe par le corps à nouveau. Et ça passe à nouveau par le corps. Et tu vois, en t'entendant, je me disais, c'est pas si facile que ça de revenir bah, c'est ce qu'on dit depuis le début, mais ça pourrait être un conseil qui paraît ultra simple, revenir à soi, mais c'est pas si simple que ça quand justement on s'est coupé de l'écoute de nos réelles envies, nos réels besoins. Et ça passe par le corps. Le corps, il réagit toujours à tout, aux propositions, aux événements de la vie, aux personnes qu'on rencontre, aux discussions que l'on a. Et en fait, quand tu te connectes au corps, tu peux ressentir finalement qu'est-ce qui se passe vraiment en toi. Est-ce que là, tu rentres en connexion avec l'autre personne? Est-ce que tu le sens bien? Est-ce que cette proposition, elle t'appelle vraiment? Ou est-ce que tu te dis plus avec la tête que ce serait raisonnable, ou ça pourrait être bien d'aller là? Enfin, ton intuition passe toujours par les ressentis de ton corps, et c'est elle qui te guide dans la bonne direction de la joie. Oui, parce que j'allais te demander justement comment on pouvait trouver notre épanouissement avec justement ce syndrome, entre guillemets, de perfectionniste. Et si ça pouvait justement être compatible. Et tu dis, finalement, de ce que j'entends, oui, c'est tout à fait compatible parce que d'abord, en effet, si je reprends ce que tu disais au début, il y a des bons côtés au perfectionnisme. Ça nous donne aussi de l'élan, ça nous donne aussi de l'énergie. Et puis, toujours revenir à soi. Et c'est la meilleure façon de se dire, finalement, est-ce qu'on veut être parfait pour les autres ou parfait dans notre essence? Qu'est-ce que la perfection finalement? Est-ce qu'elle est à l'extérieur ou à l'intérieur? Est-ce que c'est être parfait dans le regard de l'autre ou dans notre propre regard? Complètement. Mais tu sais, en fait, pour moi, à partir du moment où ça devient dur, compliqué,
Là, on n'est plus dans le flow et on n'est plus dans son essence. Et c'est là finalement qu'est la perfection, finalement. J'imagine, reste celles qui sont extrêmement perfectionnistes, de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas être aussi perfectible avec nos ressentis, avec nous-mêmes, avec notre intuition, être encore plus présent à nous-mêmes? Ce serait une bonne façon d'utiliser notre capacité à Complètement. Voilà. Ah oui, moi j'amène de toute façon toutes mes clientes à ça aussi, et c'est fou comme ça peut être compliqué aussi, Ouais. tu vois, de se reconnecter à soi, Ouais. à écouter son corps, écouter ses limites. Une perfectionniste peut dépasser largement ses limites de fatigue, de soif, de faim, d'envie, enfin toutes ces envies en fait, de pause, et c'est en fait juste, enfin je dis juste dans le sens parce que c'est simple, mais on a tous toute cette capacité en nous, juste s'honorer à nouveau, enfin réapprendre à s'aimer en fait, s'aimer tel qu'on est, sans chercher à se changer, sans chercher à être mieux, sans chercher à être parfaite. Voilà, Mm. c'est vraiment ça. Il y a une conférence en ligne justement sur le ashram sur apprendre à poser nos limites. Et c'est Mmh. vrai que pour moi, c'est la base pour revenir à notre corps, à nos sensations. C'est cet enjeu entre les deux. Nos sensations nous aident à poser nos limites et nos limites nous apprennent aussi à dire est-ce qu'on est allé trop loin dans nos sensations et à revenir à l'écoute de nous, etc. Mmh. Donc, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas encore pu suivre la conférence, elle est disponible sur le ashram. Donc voilà, etatflow.com. Et je voulais quand même terminer ensemble. Tu proposes aussi des libérations énergétiques. Est-ce que justement ça participe à ça, à se libérer peut-être de notre perfectionnisme, ou en tout cas à revenir dans le corps, à revenir à nos sensations? Concrètement, qu'est-ce que tu proposes et comment ça vient s'immiscer là-dedans? En fait, c'est drôle parce que je propose quasiment tout ce que je propose est énergétique en fait. Tu vois, c'est pas juste un outil qui vient de temps en temps, hop, une petite libération énergétique. En vrai, tout le travail que je propose de coaching travaille dans l'invisible. Et en fait, là, quand je t'écoutais parler de limites de corps, pour moi, en fait, je pense que il y a une peur aussi à s'ouvrir, à se reconnecter à ça, parce que inconsciemment, pour moi, toutes les perfectionnistes sont aussi des personnes ultra intuitives qui, lorsqu'elles reconnectent à leur corps, ressentent un certain nombre de choses et qui potentiellement peuvent s'éveiller à plus grand que soi, à la spiritualité et tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cheminement que j'ai fait. Hein. Moi, il y a quelques années, j'étais très, très cartésienne, très terre-à-terre, athée, etc. Et avec l'ouverture à mes ressentis, je me suis reconnectée à la spiritualité. Je dis reconnectée, je dis pas connectée. Donc je suis revenue à quelque chose que je ne savais plus. Et pour moi, je vois ce même cheminement chez chacune des personnes que j'accompagne. Et ça peut faire peur parce que, tu sais, il y a cette fameuse citation de Marianne Williamson où on parle de notre puissance intérieure, où finalement, je sais pas si tu la connais, mais c'est une citation que j'adore, où ce dont on a le plus peur, c'est pas notre échec ou notre ombre, c'est finalement notre lumière et notre puissance intérieure. Et d'être brillant au-delà de toute limite. Et pour moi, se reconnecter à ça, à son essence, à sa spiritualité, c'est ça aussi. Et pour moi, quand on est justement dans ce perfectionnisme, on est très très mental, on est très dans la réflexion, dans la tête, dans la raison, et donc dans le concret, dans le tangible. Et pour moi, ça passe par s'ouvrir à autre chose, s'ouvrir au corps et s'ouvrir à l'invisible. Et pour libérer les peurs, les croyances limitantes, ce conditionnement-là dont on parle depuis le début, on doit les libérer aussi à d'autres niveaux que mental. Pour moi, il y a le niveau émotionnel, il y a le niveau spirituel, il y a le niveau physique, il y a le niveau énergétique. Et moi, je vois mes clientes faire des sauts quantiques, c'est-à-dire faire des transformations extraordinaires dans leur être, et donc après, voir les conséquences concrètes dans leur vie et dans leur business, en passant par ça, en passant par l'invisible en fait. Et elles comprennent pas toujours tout ce qui se passe et c'est très bien, c'est une manière de lâcher prise aussi dans mes accompagnements. On fait des trucs, justement, on va dans la liberté, dans la folie, on se donne des autorisations, on fait des choses qu'elles n'avaient jamais faites auparavant ou expérimentées auparavant et ça amène à des résultats extraordinaires parce que pour moi, tu peux pas te déconditionner seulement avec la tête, le mental, en forçant, en réfléchissant comme ça. Ça doit se passer à un autre niveau. Et dans l'invisible, c'est beaucoup plus facile que quand tu te concentres juste avec la tête. Là, justement, on va dépeloter, comme on l'a dit avant, à différents niveaux, différentes couches.
Et puis revenir au lâcher-prise, à accueillir, on en revient à ça, à ne pas vouloir maîtriser le résultat. Pas maîtriser le résultat et pas maîtriser le processus de transformation non Exactement. plus, tu vois. À te dire, ah ouais, pour me transformer, ça doit se passer comme ça et je dois vivre ça, ça, ça. Non, là c'est surprise totale et finalement se libérer du perfectionnisme, c'est aussi ça, c'est s'ouvrir au champ des possibles et aux surprises de la vie. Quand on maîtrise plus les résultats, et ben là, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles. Et j'ai noté aussi dans ton partage, peut-être ces corrélations entre ce que tu partageais au début, où on aime les règles, finalement, on a fini par s'y faire et on en avoir presque besoin pour se créer un confort, et cette peur d'aller hors de la limite que nous montre notre corps. Ça voudrait dire que si on accepte qu'à l'extérieur, il n'y ait plus ces limites, ces règles, ça veut dire qu'on accepte aussi que nous, on n'a plus de limites et qu'il y a quelque chose qui est impalpable, qui est plus subtil. Ouais, Et tu vois, revenir à notre propre pouvoir, comme tu le dis. c'est ça. Et j'ai des frissons quand tu dis ça. Ouais, c'est vraiment ça. C'est prendre conscience qu'on n'est pas limité par son corps et qu'on est bien plus puissant qu'on le pense et qu'on a des capacités aussi extrasensorielles, invisibles. Et faire confiance à ça aussi. C'est apprendre à aimer ça aussi en soi et apprendre à faire confiance en ses ressentis, en son intuition, en ce qu'on ne voit pas forcément. Mais tu vois, tu disais avant, finalement, on a chacun notre propre définition de la réussite, de la joie, de l'abondance. Ben, on peut pas les définir si on revient pas justement à ces ressentis, à ce qui résonne en nous, tu vois. Ce qui résonne en nous, tu peux pas l'expliquer, c'est à l'intérieur de toi, il y a que toi qui ressens qu'il y a un truc d'un seul coup waouh, qui te fait vibrer de l'intérieur. Je vais en profiter là aussi pour dire à ceux qui nous écoutent que justement là on a enregistré une merveilleuse conférence avec Lélia Félix sur la thématique de tout est lié à une vibration. On va justement explorer qu'est-ce qu'on est au-delà de nos limites du corps comme on le voit, tangible. Est-ce qu'on n'est pas plus que ça et comment on peut appréhender ça dans notre quotidien, comment on peut le ressentir. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous êtes curieux, d'aller plus loin dans l'exploration parce que là je pense que vraiment Maud a bien expliqué le bonheur voilà ce que ça pouvait nous apporter d'aller accepter, d'aller au-delà. Donc, je vous invite à aller voir, c'est dans le contenu illimité de l'ashram cette fois. Et voilà, de toute façon, si vous ne trouvez pas, vous pouvez m'écrire et je vous guiderai. On va terminer tout doucement cette interview sur cette fameuse question, on a déjà commencé à en parler, l'état de flow. Pour toi, Maud, qu'est-ce que c'est ? J'ai cette vision des journées où je me laisse porter et où je suis vraiment connectée à l'instant présent, où je savoure. Tu vois, je suis pas justement comme on peut l'être en tant que perfectionniste dans la projection, soit d'ailleurs à repenser ce qui s'est passé et à ruminer ce qui a pu se passer pour me culpabiliser de j'aurais pu mieux faire. Je connais plus ces états-là, c'est un truc assez magique, ça me faisait partie de ma vie avant. Ou alors d'être en projection de ce qui va se passer demain et de comment je dois me préparer, me surpréparer, ou de peut-être comment je peux arriver à l'étape d'après pour enfin être heureuse. Non, l'état de flow, c'est être pleinement dans l'instant présent pour moi, me laisser porter par les événements de la journée, par mes envies, et avoir confiance, avoir pleinement la foi que tout est juste, tout est à sa place, tout va bien se passer. Et qu'en fait, je me sens pleinement en vie maintenant, ici, pleinement heureuse ici, maintenant, pleinement en joie ici, maintenant. Et ouais, c'est vraiment ces moments précieux de connexion à mon essence et à la vie, dans tout ce qu'elle comprend. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être des moments où tu as été en état de flow, où tu te sens consciemment en état de flow, ou des moments quand justement tu ne l'es peut-être pas, qui te permettent d'y revenir. Ouais, mais ce qui est vraiment chouette, c'est que tu vois, je réalise combien je les connais de plus en plus, combien ils sont plus l'exception, mais plus la règle. Des moments de flow, alors par exemple, dans mon business, ça va être des moments où je crée, mais de manière spontanée, authentique, tu vois, pas le côté je me prends la tête devant mon ordinateur et je réfléchis à chaque mot que j'écris, ou tu vois, quand je canalise, quand c'est fluide, quand je reçois un message, et un message à partager, et que j'écris et que ça prend généralement 5-10 minutes et je relis mon texte et je fais waouh, c'est moi qui ai écrit ça. Donc ça passe directement par le corps, en fait, sans passer par la tête. Voilà, par le mental. exactement. Et, ou alors, dans ma vie privée, ça peut être des moments de flow. C'est souvent quand je suis bien entourée de mes proches, des gens que j'aime,
de mes amis, que je m'amuse comme une enfant. Tu vois, j'avais mon anniversaire dimanche et donc j'ai passé toute une après-midi de déconnexion de tout, en fait, où j'étais pleinement présente avec les gens qui étaient là et d'amour, je recevais plein d'amour. Ou alors, c'est les moments de flow, ça peut être aussi quand je suis seule avec moi et que je prends le temps de tout. Tu vois, il y a vraiment cette notion de ralentir, de ne plus faire les choses dans un but précis et avec un objectif, mais juste je conscientise chacun de mes gestes. Je vais me faire une tisane et je vais apprécier juste l'eau chaude qui entre dans ma bouche, par exemple. Alors bien sûr, je ne suis pas toujours dans ces états de flow. Je suis pas sûre que ce soit possible en tant qu'être humain. Je sais pas si ça fait partie de l'incarnation humaine d'être tout le temps H24 dans le flow. Bah tu peux me le dire, je sais pas si. Alors oui, je pense comme toi, en effet, c'est souvent des allers-retours. Et comme tu dis très bien, à un moment donné, ça devient non plus l'exception, mais presque la règle. Et on réalise, en étant de plus en plus dans notre corps, de ce que mon expérience, évidemment, et des partages des invités, que là, on n'y est pas et on a des clés pour y revenir. Tiens, peut-être que j'étais trop dans ma tête. Là, en fait, souvent, ça part d'un inconfort. On y revient. C'est un confort qui nous dit « Ah, une petite alerte, qu'est-ce qui se passe ?» On revient dans la conscience. « Ah, ok, je suis trop dans ma tête. Ok, j'ai un outil, je reviens au corps. » Et après, on a des outils comme, évidemment, la méditation, le yoga. Il y en a d'autres, la lecture, peut-être de la créativité, de la cuisine, ou juste aller prendre l'air. Et chacun va trouver des outils. Mais est-ce qu'on peut y être tout le temps? Personnellement, je n'ai pas encore fait cette expérience. Je ne sais pas. Et est-ce que c'est le but? Je ne sais pas non plus. Le but, c'est quand même le mouvement de la vie. Moi, je pense que c'est important, en tout cas, de justement, pour une perfectionniste, d'entendre que le but n'est pas d'être 100% du temps, justement, dans le flow, parce que ça, ce serait de nouveau une quête d'absolu, et que c'est le cas de tout le monde, de ne pas être 100% là-dedans, et que c'est OK aussi d'être parfois déconnecté du flow, et d'accueillir ça aussi. Moi, un de mes conseils, tu vois, c'est parce que la perfectionniste peut facilement se juger de ça, de plus être dans le positif, de plus être dans le flow, et donc c'est s'accueillir plutôt que de rejeter ça et d'essayer tout de suite de revenir par un outil autre dans l'état de flow, en forçant justement, c'est ne pas lutter contre soi et prendre un moment pour accueillir le fait qu'on ne soit pas dans l'état de flow, qu'on soit en bad, qu'on soit dans une petite énergie, qu'on en ait ras-le-bol, qu'on soit en colère, triste, etc., etc. Et c'est ça aussi, apprendre à s'aimer dans tous ses états d'être et dans toute son humanité et ses imperfections. Et donc prendre le temps d'accueillir cette émotion, cet état, de lui dire qu'il est le bienvenu aussi, de mettre de la conscience dessus, effectivement. Et après, dans un second temps, peut-être utiliser un outil pour aller mieux. Moi, c'est souvent l'écriture qui m'aide beaucoup. Sortir justement tout le caca, tu vois, tout le pas beau. Délier la pelote. Voilà, je le retiens pas, et j'écris sans filtre tout ce qui est pas beau, et ça m'aide beaucoup à switcher l'énergie généralement. Je retiens 2 choses à nouveau, spontanéité et pleine conscience. Ce serait ça, de revenir dans quelque chose de plus spontané et donc qui t'apporte du coup l'état de flow, et en même temps mettre de la pleine conscience, non seulement quand ça se passe bien, chaque fois que tu fais un geste, mettre de la pleine conscience, mais ce que j'entends aussi là, c'est être pleinement conscient quand on n'est pas dans le flow justement, et de revenir dans « Oh, ok, mais je sais par contre, en revanche, que je vais bientôt y revenir. » C'est ça, exactement. C'est beau, j'ai des frissons. Tu vois, c'est ça, cette idée que ça va bien aller. Ça va bien aller. Oui. Merci beaucoup, Maud. Du coup, pour te retrouver, tu as un site internet, tu es aussi active sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai un site internet qui s'appelle maudus.fr, maudus.fr. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram. J'aime beaucoup poster des écrits assez quotidiens. Donc ce sera avec plaisir. Donc mes réseaux, c'est sur Maude, M-A-U-D-E, et mon nom de famille, c'est Free, comme la liberté en anglais. Free, F-R-I-E-H. Je mettrai de toute façon toutes les coordonnées en commentaire du podcast. Je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Écoute, merci à toi pour cette invitation, c'était un réel plaisir, et à bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin, l'ashram État de Flow vous ouvre ses portes lors de conférences ou de pratiques psychocorporelles et sonores, telles que le yin yoga, le yoga du visage, l'éveil du corps sacré, ou encore la méditation et les bains sonores,
pour apprendre à ralentir, aller écouter nos émotions, nos ressentis et observer la pulpe se déposer au fond du bocal et le liquide s'éclaircir. Pour rejoindre l'ashram, rendez-vous sur étadeflow.com. Et si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire pour nous aider à le diffuser. À très vite pour un nouvel épisode.